Bonjour, ici la voix de Benjamin Vincent, vendredi 14 mars 2025. Bienvenue dans ce 30e épisode des Voix de la Tech. Les Voix de la Tech, chaque vendredi, c'est l'actu tech décrypté par les voix qui la font. Un podcast en 2 formats, 30 minutes maximum, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast, et puis la version intégrale uniquement sur Apple Podcast, avec certaines semaines jusqu'à près d'1 heure d'écoute supplémentaire et les interviews en totalité. Mes voix de la tech cette semaine, dans un instant, direction Stockholm, où nous attend Ole Zachrisson. Il est le directeur de la stratégie éditoriale et de l'IA chez SR, la radio suédoise, équivalent de Radio France. SR qui vient de lancer la version bêta d'un moteur de recherche conversationnel à base d'intelligence artificielle responsable. En tant qu'entreprise de médias de service public, il est très important de garder le contrôle lorsque nous utilisons l'IA car nous ne pouvons pas abandonner cela aux services ou assistants IA comme les ChatGPT du monde. Mais même si nous utilisons des modèles d'OpenAI ou autres, nous voulons garder le contrôle sur la façon dont nous l'utilisons. Alors, quel est l'objectif précisément ? Comment fonctionne ce nouvel outil destiné aux auditeurs ? Dans quelles données puisse-t-il et avec quel garde-fou ? Et à quelle demande correspond-il ? J'ai beaucoup de questions à poser à Ole Zachrisson. Autre voix de la tech cette semaine, celle de Benjamin Thiers, expert en référencement chez Digimood, référencement sur les moteurs de recherche sur Internet bien sûr, mais plus seulement. Le SEO, autrement dit l'optimisation du référencement, est obligé de s'adapter aux recherches effectuées par l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de ChatGPT ou de Perplexity. Pour le moment, on a vu qu'il y avait des pratiques parfois borderline de référencement, ce qu'on appelle Black Hat, qui n'est pas autorisé, qui marche encore sur l'IA parce qu'elle en est encore sur les nouveaux moteurs, ils ne sont pas encore assez matures, mais qui ne dureront pas longtemps. Donc on va avoir besoin de bons professionnels qui travaillent proprement, parce qu'il va y avoir des techniques un peu des martingales qui vont permettre de gagner pendant une semaine, un mois ou 2. Mais comme sur Google, si on triche, on fait du référencement Black Hat, après on peut se faire du spam indexing, on appelle ça aussi, on peut se faire évincer de la page. Même Google Search se met à l'IA puisque Google vient d'annoncer la bêta du mode IA, autrement dit l'intégration de résultats issus de son intelligence artificielle Gemini dans la recherche Google. Alors, quels risques et quels enjeux pour Alphabet, la maison mère, qui tirait encore en 2024 presque 57% de son chiffre d'affaires total des recettes publicitaires liées à la recherche sur Internet ? Je vais poser la question à Benjamin Thiers. Entre ces 2 interviews, d'autres voix de la tech arriveront jusqu'à vos oreilles. Celle de Ben Stiller, acteur mais aussi réalisateur de la série la plus regardée sur Apple TV+, Sévrance, et Eddie Q, vice-président d'Apple en charge des services dont Apple TV+, au festival South by Southwest à Austin, Texas cette semaine. Et puis celle de Yichao Pingji. Vous ne connaissez probablement pas encore son nom, mais vous avez peut-être vu passer la vidéo de son IA baptisée Manus. Elle gère simultanément une 50aine de fenêtres de réseaux sociaux sur un seul écran. Une semaine marquée par la boulette de CNBC. Le network américain a confondu le logo de l'agent conversationnel de Mistral AI, baptisé Le Chat, avec l'autre logo, celui du Chat Machine. Oui, la lessive en poudre, dans une infographie au milieu des logos de Gemini, Claude ou encore ChatGPT. Comme quoi tout le monde peut se tromper, même un grand réseau américain. Et c'est tant mieux parce que j'en ai pleuré de rire. Et les occasions sont plutôt rares ces derniers temps. Allez, dans un instant, notre premier invité de la semaine, sortez les doudounes, direction Stockholm, la capitale suédoise, où le thermomètre affiche moins 1 degré Celsius. Bonjour, Ole Zachrisson. Bonjour, monsieur. Merci pour avoir m'invité. Bienvenue, Ole, dans les Voix de la Tech depuis Stockholm. Oui, c'est ça. Je suis là à Stockholm et il fait froid. Ah oui, bon, c'est normal hein, au mois de mars, j'imagine. Alors, Ole, vous êtes le directeur de la stratégie éditoriale et de l'intelligence artificielle à la radio suédoise SR. Vous avez lancé
mardi, un moteur de recherche conversationnel sur l'actualité à base d'intelligence artificielle que vous présentez comme responsable. Vous êtes d'ailleurs, je crois, le premier média majeur en Suède à proposer un tel outil. Alors concrètement, à quoi sert ce nouveau moteur de recherche et comment cette recherche fonctionne-t-elle? Je vais expliquer en anglais, je pense que c'est mieux pour l'audience ici. No, but it's a conversational news search, we call it, and we don't focus actually on the AI aspect. So it's AI assisted, but we try to focus on the news content because this is a RAG model only retrieving information from our trusted content. And it's very guardrailed and it's very prompted to be pretty conservative and only pick up the information from our news, basically. So that is the main thing about it. But also, of course, we want to explore new ways for people to interact with news. We know that for us as a public service media company, it's very important to be in control when we use AI, because we can't kind of surrender that to the AI services or assistants like the ChatGPTs of the world. So, but even if we use models from OpenAI or whatever, we want to be in control of how we use it. Donc, si je comprends bien, vous avez entraîné votre moteur, ou en tout cas, il ne puise, il ne recherche que dans vos données à vous et dans vos informations. Oui, c'est ça. It only goes to our content, and in a way, we haven't trained it on anything. It's only kind of going to our database. We include 370 new news items every day into the database. So it's very up to date. And when we include a new news item, it gets updated in a couple of minutes. So you can also get very current answers. But yes, that's the whole point, to focus on our news. Donc, plusieurs centaines d'informations nouvelles chaque jour. Votre base, elle comprend combien d'informations, de fichiers? It's hundreds of thousands of articles that we have done in the past 5 years, so since 2020. And actually, this builds on a database that we have collectively within the EBU, our broadcasting union. So, for example, there is content also from France Info in there. Now we made a limitation here that only extract information from the SR, Swedish Radio database. But it would be completely plausible that in a couple of years we would have a kind of chatbot for public service news on a European level. So I could be in Sweden and put the question also in French, and maybe I can get retrieved information from France Info or Radio France. So there's loads of possibilities ahead here, and especially those kind of aspects around translation are also very important, because you, Benjamin, you can go into our chat and at least put your question in French, and the language model understands that, even if your answers are now only given in Swedish. Vous avez dit que votre base de données, elle a commencé en 2020 seulement. Comment ça se fait? Parce que j'imagine que la radio suédoise SR existe depuis bien plus longtemps. Yeah, we celebrate our 100th anniversary today, so we're 100 years old. No, but I mean, this is a start for us. Now it was feasible to do it on this database with the news from the last 4 years. Of course, we want to expand it. I mean, we publish hundreds of podcasts, for example, and they are not included now in this chat function. So I think we're going to evolve it gradually, but we think that there was a big enough base to start with. Vous insistez sur votre site sur l'importance pour vous de fournir des réponses compactes, synthétiques. Quel format vous visez, et pourquoi est-ce que c'est important de ne pas faire des réponses qui mesurent des kilomètres de long? I mean, we want to give people an overview of the news, so it's very kind of in summarized form, basically. And it's also because we get more editorial control if the answers are shorter.
but also we want to kind of highlight the links to the underlying articles. So we're always linking back to the sources, the underlying Swedish Radio articles. And then we don't want to hide those articles away. We say that these are the kind of trustworthy pieces of journalism that are vetted closely by our journalists and editors. So in a way, we want to front those and focus on those, and therefore the summaries has to be very concrete and concise. La transparence, c'est aussi un enjeu apparemment très important pour vous, puisque l'utilisateur voit presque en temps réel, étape par étape, comment l'algorithme fonctionne et va chercher les informations. Pourquoi vous avez souhaité ce degré de transparence? Yeah, I think these transparency aspects are very interesting when it comes to AI. So in a way, we want to be fully transparent about the technology we use, of course. So we don't try to hide it away. Therefore, we have this kind of process in steps, as you said. You put the question, it says, let me go out and look for the answers. It fetches articles, it sorts them for relevance, and then it generates the answers, and then it asks for feedback. So it's a very kind of taking the user on this little journey, if you see what I mean. So, and then we, at the top, we have a transparency disclaimer saying that this is done with the AI support, and please check the facts in the underlying articles. But at the same time, we know that the audience, they don't want their news to be associated with too much AI. If in surveys, when people are asked, people say, no, we don't want AI to produce our news. So in that sense, I mean, if we would too much kind of put the AI aspects at the center, we would be saying to people that, hey, you might not be able to trust this completely, because people associate AI and generative AI with the chat services. So we're not trying to hide it away, but we're saying that this is kind of AI support and AI assisted rather than AI generated. Si je comprends bien, il y a une sorte de méfiance de la part de vos auditeurs vis-à-vis de l'IA générative, c'est ça? I think there's a big skepticism in the whole news audiences. I'm sure it's the same in France, and we see in different surveys coming out that people in most countries are very skeptical. It's a little bit more positive in the US than in Europe, but and people understand that we use AI as a support in the newsroom. But they don't want AI to kind of create their news. And there's a difference there. And I think that this is pretty straightforward now. You and I wouldn't go into a website where we know that, hey, like AI is just completely automatically generating all the stuff. We would be very careful in trusting that content. Justement, je crois que vous faites tout ce que vous pouvez pour bloquer les moteurs de recherche des GAFA, les crawlers, pour les empêcher de venir prendre vos informations. Alors, on sait qu'il y a des moyens techniques, mais on entend beaucoup dire en ce moment que les géants de la tech et de l'IA contournent ces barrières et viennent quand même prendre les données chez ceux qui ne veulent pas les partager. Ouais. Est-ce que vous êtes sûr de réussir à les bloquer? Non, c'est presque impossible de les bloquer, effectivement. So that's a big problem, especially now when, for example, ChatGPT is completely connected to the internet. So it goes out and just makes internet queries. And there we see that our block is completely, overtaken sometimes or circled around us, as you say. And it's almost a weirder mix of some updated content and some old content kind of mixed. When you ask, like, what did Swedish Radio report about Gaza, for example? It can be one fresh story and one story like from 2 years ago. So this is a big problem. You know that the BBC came out with a research a couple of weeks ago,
and they had done a very serious study of the four most frequently used AI services, and it showed that 51% of the news-related answers had significant difficulties or challenges. 19% contained pure factual errors. So we have, even if we would collaborate with them to try to make the quality better, it's in the nature of generative AI to kind of create unique new content now, including trying to please the user into answering all their questions. Merci beaucoup, Ole Zachrisson, directeur de la stratégie éditoriale et de l'IA à la radio suédoise SR. Merci d'avoir été l'une de nos voix de la tech cette semaine et à bientôt. Merci, Benjamin. Si vous jetez un œil aux réseaux sociaux, y compris le plus pro d'entre eux, LinkedIn, vous avez sans doute vu passer cette vidéo d'un écran qui affiche des dizaines de fenêtres dont le contenu bouge et change tout seul. En réalité, il s'agit de comptes de réseaux sociaux, une cinquantaine, gérés simultanément et en temps réel par Manus, un agent d'intelligence artificielle autonome lancé le 6 mars par la start-up chinoise Monica, dont Yi Chao-Pig est le cofondateur et le directeur scientifique. Hi, I'm Pete from Manus AI. For the past year, we've been quietly building what we believe is the next evolution in AI. And today, we're launching an early preview of Manus, the first general AI agent. This isn't just another chatbot or workflow. It's a truly autonomous agent that bridges the gap between conception and execution. While other AI stops at generating ideas, Manus delivers results. We see it as the next paradigm of human-machine collaboration, and potentially a glimpse into AGI. The name Manus comes from the famous motto, Mens ad Manus, mind and hand. It embodies the belief that knowledge must be applied to make a meaningful impact on the world. And this is precisely the promise of Manus AI. To extend your capabilities, amplify your impact, and be the hand that brings your mind's vision into reality. Manus comme la main, donc l'un des premiers agents autonomes capables de pensée indépendante, de planification dynamique et de prise de décision. Ça peut aussi faire peur dans la mesure où il a été conçu pour exécuter de manière indépendante des tâches complexes du monde réel sans supervision humaine continue. Ils étaient ensemble dimanche sur la scène du festival South by Southwest à Austin, au Texas. À gauche, Ben Stiller, acteur mondialement connu pour Marie à tout prix, ou encore La Nuit au musée, moins connu pour son rôle de réalisateur de Sévrance, la série désormais la plus regardée depuis la création d'Apple TV+. À côté de lui sur scène, Eddie Q, 37 ans chez Apple, vice-président senior en charge des services, dont Apple TV+, justement, pour une conversation de 42 minutes autour de Sévrance. Les deux hommes ont beaucoup ri et beaucoup discuté de la série, une série très particulière sur une plateforme qui l'est aussi et qui a choisi la qualité plutôt que la quantité. Écoutez Eddie Q. In order to innovate, you can't be the same as everything else. And so one of the things that we try to do is to try to think sort of around the corner and take chances. And what I found is if you put a lot of focus on doing a few things, not very many, but a few things, and doing them really, really well, you can succeed in the way that we like. And so that's why we don't make a lot of products. We don't make a lot of TV shows because we don't know how to do that in quantity and try to be the best. Like in your mind, when you see, okay, say we're going to start small and then we're going to build it out, because it's hard to scale it out and keep the quality, isn't it? Well, it's impossible, actually. You can't be, at least we can't be, maybe somebody else can do it. We can't be great and do a ton of things. I think if you're trying to do something that's great, you just can't do a lot of them. Et la troisième saison de Sévrance ne mettra pas 3 ans à arriver comme ce fut le cas entre les saisons 1 et 2. C'est Eddie Q qui l'a confirmé. Dans un instant, quand Google joue aux apprentis sorciers avec sa poule aux œufs d'or, la recherche Google, l'intégration de l'IA a franchi une deuxième étape avec un nouveau mode IA en bêta aux US. Près de 200 milliards de dollars par an sont en jeu. J'en parle dans un instant avec Benjamin Thiers. Bonjour Benjamin Thiers.
Bonjour Benjamin. Vous êtes consultant SEO senior, vous êtes responsable marketing chez Digimood, une agence spécialisée dans le référencement sur Internet. Merci d'être l'une de nos voix de la tech cette semaine. Avec plaisir. Alors 10 mois après avoir fait entrer Gemini dans Google Search avec les AI Overviews, le 5 mars, Google a lancé en bêta le mode IA qui ajoute une option à côté d'images de shopping ou de maps sous la case de recherche. Ce mode IA permet de poser une question qui réunit plusieurs recherches. Par exemple, quel est le meilleur moment cette semaine pour donner un cours de photo au Jardin du Luxembourg? Et les résultats eux-mêmes se présentent de manière très différente des pages traditionnelles Google avec des liens bleus de haut en bas. Alors, quelles conséquences pour notre façon de trouver ce qu'on cherche sur le web? Quelles conséquences pour la manière dont les sites sont référencés et remontent chez Google? Quelles conséquences pour Google même? En février 2024, Gartner estimait déjà que la bascule vers l'IA dans la recherche Google ferait perdre à certains sites jusqu'à 25% de leur trafic. La baisse était d'ailleurs déjà perceptible il y a un an pour certains. Est-ce que vous le constatez aussi? Est-ce que l'IA a des conséquences déjà aujourd'hui? Alors, en ce moment, l'IA est vraiment à la mode, donc on en parle énormément. Après, moi, les conséquences, j'ai tendance à plus les tempérer par rapport à nos premiers retours, à nos analyses. Par exemple, on parle des AI Overview, qui sont un petit résumé de réponses qui arrivent en fait avant les résultats naturels. En fait, les AI Overview, entre guillemets, ne sont que des positions 0 survitaminées. La position 0 est un extrait de texte pris sur un des résultats qui était jugé pertinent par Google et qui a été directement affiché à peu près d'une cinquantaine de mots. L'AI Overview, en fait, dans sa forme basique, revient à peu près occuper le même espace sur la SERP, sur la page de résultats. Après, j'ai constaté depuis déjà plusieurs années une multiplication des canaux, même en référencement naturel. Ma compagne a un site, par exemple, e-commerce spécialisé dans la vente de matériel pour chevaux. Il y a encore 5 ans, je l'aurais dit, Google, les liens bleus, c'est ta principale source de trafic naturel sur Google. Aujourd'hui, il y a les fiches Google Shopping qui représentent quasiment 25% de son trafic. Il y a les images sur certains types de produits où l'image a une vraie valeur ajoutée. La SERP est mixée. Pour un mot-clé, vous allez taper, par exemple, l'icôle, le cheval, vous allez avoir de la fiche Google Merchant Center gratuit qui va remonter au milieu des résultats. Vous allez avoir des images de jolies licoles qui remontent et des liens bleus. Donc le SEO reste fondamental, sauf qu'on a de plus en plus une approche recherche universelle et on peut plus simplement se contenter de dire je remonte en lien bleu. Mais à part ça, en fait, la révolution n'est pas si... pour les utilisateurs, oui, mais la révolution technique derrière l'IA, en fait, elle existe depuis déjà 10 ans chez Google. RankBrain, c'est en 2015, si je dis pas de bêtises. Hummingbird, qui a posé les bases de cette relation entre les mots, c'est en 2013. BERT, qui a affiné cette analyse de la relation entre les mots avec un LLM dédié, c'est en 2019. Donc c'est vraiment la révolution, c'est sur on va dire la restitution de l'information qui est générée avec un vrai texte, mais derrière la révolution de l'analyse des textes, en fait, elle existe depuis déjà de nombreuses années, depuis au moins 10 ans chez Google, même si elle n'était pas aussi développée évidemment qu'aujourd'hui. Alors, deux explications d'acronymes, hein. SEO, c'est le Search Engine Optimization, donc c'est l'optimisation du référencement. Et ce que vous appelez les SERP, c'est les Search Engine Result Page, Oui. donc c'est les pages de résultats de recherche dans Google notamment. Google, donc évidemment, est questionné sur ces sujets depuis plusieurs mois et explique que les liens qui apparaissent dans les recherches qui sont générés par Gemini, son IA, c'est d'ailleurs une version un peu particulière, ces résultats obtiennent au contraire plus de visites. C'est-à-dire qu'il y a moins de liens visibles, mais ceux qu'ils sont cliqués davantage. Est-ce Oui. que ça va convenir à tous les éditeurs de sites, cette réponse de Google? Alors, ça va convenir aux bons SEO qui arrivent à truster les premières positions. Ça va écrémer les SEO qui sont moins pertinents, donc les référenceurs qui sont moins pertinents. Pour tout dire, je suis dans le SEO depuis 2003. Donc j'en ai vu, ça fait 22 ans maintenant. J'ai vu la vague du SEO facile dans les années 2000. Après, on a eu des grosses mises à jour, Panda sur la qualité du contenu et Penguin sur la qualité des liens, pour faire simple, qui ont écrémé une bonne partie de la profession. Donc aujourd'hui, on va avoir de nouveau cette problématique-là de se dire, on a de nouveaux défis, de nouveaux enjeux à relever. Quand on référence bien un site pour Google, on remonte déjà aussi sur ChatGPT, Perplexity,
tous ces moteurs de recherche génératifs par IA, on ressort aussi là-dessus. Un peu comme on ressort sur Bing si on travaille Google. Parce que derrière, les algorithmes sont les mêmes. C'est la restitution qui change et les algorithmes à 80%, on va dire 85% sont les mêmes. Mais pour le moment, moi, les chiffres que j'ai, là, j'ai analysé hier justement pour préparer cet échange, un gros site dans le tourisme qui fait 5 millions de clics sur Google par an. On voit une progression de ChatGPT depuis septembre. Par contre, ChatGPT, aujourd'hui, c'est 0,20% du trafic. Alors que Google, j'ai les chiffres sous les yeux, ça reste encore plus de 80%, toutes sources confondues. Il faut quand même rappeler ce que représentent les revenus publicitaires de la recherche pour Google. 56,9% du chiffre d'affaires total de l'entreprise en 2024, près de 200 milliards de dollars. C'est vraiment une poule aux œufs d'or et on comprend que Google fasse très attention aux moindres changements. Oui, pour le moment, en fait, c'est vrai que l'érosion est encore faible. Comme je disais, 0,20%. Par contre, c'était encore 0% ou 0,01% en septembre. Donc, il y a une progression. Moi, je pense que la bascule va se faire aussi sur plusieurs années parce qu'il y a du frein au changement suivant les générations aussi. Et les jeunes sont moins sensibles parfois aussi à la qualité de l'information. ChatGPT, si vous l'utilisez en IA génératif, vous sort encore énormément de bêtises, par exemple. Alors justement, c'est un point très important. On reproche souvent aux recherches qu'on obtient via un agent conversationnel comme ChatGPT, justement, de ne pas assez clairement mentionner les sources. Je parle même pas des erreurs grossières, mais déjà les sources. Google dit avoir conscience que ses utilisateurs veulent vérifier l'information et avoir accès à plusieurs sources en regard des réponses données par son IA. Est-ce que c'est un point essentiel? Est-ce que c'est un des points qui peut faire la différence entre les différentes solutions de recherche auxquelles on a accès désormais? Alors, sur une grande partie des utilisateurs, oui. Après, on aura toujours des complotistes ou autres qui, finalement, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est une information qui correspond à leurs croyances. Mais dès que l'on s'intéresse à un sujet, que l'on veut vraiment une information de qualité, on a besoin d'aller sur du site légitime. Et aujourd'hui, en fait, le problème des agents conversationnels, des moteurs comme ChatGPT, c'est que les ressources coûtent cher et ces outils, ces algorithmes derrière sont calculés, sont programmés pour être les plus feignants possibles, entre guillemets. Donc, pour vous dire ce que vous voulez, sans forcément derrière aller faire toutes les vérifications. Et même si on blinde le prompt, en lui disant, donc le prompt, c'est l'instruction que l'on donne au moment de la recherche, on peut encore avoir des artefacts. Notamment si on l'oriente mal, vous êtes dans le tourisme, vous lui dites, écrivez-moi un texte sur le château de Langres. Langres n'a pas de château, mais il va quand même vous écrire un texte sur le château de Langres parce que vous l'avez demandé et que c'est plus simple d'inventer que de vous contredire, de commencer à chercher. Donc on a ce problème-là, oui. Merci beaucoup Benjamin Thiers. Je précise pour terminer que la nouvelle fonction AI Mode de Google n'est qu'en bêta, disponible uniquement aux US avec une liste d'attente et déjà une version premium proposée à $19,99 par mois. Et donc il y a aussi une logique économique du côté de Google. Merci Benjamin Thiers d'avoir été l'une de nos voix de la tech cette semaine. Bonne journée chez Digimood et à bientôt. Merci, bonne journée. Merci de votre fidélité aux Voix de la Tech. Si vous en voulez plus, la version intégrale de cet épisode vous attend sur Apple Podcast avec près de 20 minutes supplémentaires et les interviews en totalité. En attendant le plaisir de vous retrouver le 21 mars, suivez les Voix de la Tech sur X, Blue Sky, Instagram et LinkedIn. Un grand merci d'avance pour vos repartages et vos republications. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast. À vendredi prochain.